Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Forbidden Stars, donc un jeu un peu vieux vu qu'il date de 2015, donc qui n'est pas dans l'actualité et qui d'ailleurs n'est plus en réédition possible vu que la licence de Games Workshop sur Warhammer 40 000 a été retirée à FFG. Donc c'est des jeux que soit vous avez, soit vous pouvez encore trouver en occasion ou encore dans certaines boutiques. Alors, il est régulièrement déstocké dans les magasins. Alors, peut-être ces stocks sont écoulés. C'est un jeu qui, à la base, coûtait dans les 90 euros à sa sortie et qu'on a pu retrouver, je crois, l'année dernière à des soldes entre 30 et 50 euros. Et donc, c'est un gros jeu à la FFG et à la Warhammer 40 000. Donc, c'est un jeu avec plein de figurines où Orcs, Eldar, Ultramarines et Marines du Chaos vont s'affronter. Donc c'est un jeu qui est jouable de 2 à 4 joueurs et qui est long. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu le contenu à travers le dos de la boîte. Ça, c'est la méthode simple qui vous permet de voir un petit peu la promesse qui vous est faite au niveau du jeu. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un jeu à partir de 14 ans, bon ça pourquoi pas, 2 à 4 joueurs et 2 à 3 heures. Donc 2 à 3 heures, c'est à 2 joueurs. Voilà, c'est un jeu qui est très long, comme je le disais. J'y ai joué plusieurs fois, jamais à 2 par contre, même si je pense que c'est un très bon jeu à 2. Mais il faut compter à peu près dans les 4 heures pour 3 joueurs et 6 heures à 4. Donc c'est un jeu qui est long et qui, moi j'aime bien les jeux longs. Donc l'avantage des jeux longs, c'est que c'est très immersif. Donc vous allez guider votre race, vous affronter avec vos collègues pendant des heures et des heures, et il va falloir produire, se battre. Les combats sont longs, tout est arraché et tout est âpre. Donc ça va être vraiment très dans l'esprit Warhammer 40 000 avec beaucoup de sacrifices et beaucoup de morts. Et bah, vous avez comme un jeu, dans ce jeu-là, vous avez un risque d'extermination, hein. Vous pouvez être rapidement sorti de la partie si ça s'acharne contre vous ou si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment. Donc la promesse qui nous est faite, c'est évidemment 140 pièces en plastique, de la figurine à tire-larigot. Donc ça, c'est typique de ce monde-là. Et beaucoup de cartes. Alors parce que c'est un jeu de combat avec du deck building déjà à l'époque, et aussi du dé. Donc il y a un mélange de dé et de deck building qui était assez astucieux et aussi de programmation d'ordre. Donc c'est inspiré d'un jeu plus ancien qui était de StarCraft Blood War. Et je n'ai jamais joué à StarCraft, hein. Par contre, à ce qu'on m'a dit, c'est une version beaucoup plus épurée de StarCraft. Et voilà, ça reste épuré, mais le jeu reste long. Et vous retrouvez, comme je l'ai dit, le mécanique de deck building qui est intéressant parce que vous allez le faire en capturant des ressources. Et aussi, il y a de l'aléatoire avec les lancers de dés. Donc du hasard maîtrisable grâce aux cartes et aussi une amélioration du paquet de cartes possible grâce aux ressources. Et en même temps de la stratégie et surtout de la programmation. Parce que c'est cette programmation aussi qui va donner beaucoup de sel au jeu. Donc, on peut ouvrir la boîte et je vais vous présenter peut-être pas toutes les règles parce qu'elles sont relativement à la fois simples et complexes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de règles, mais elles ne sont pas forcément faciles à appréhender dans un début de jeu. Donc là, vous avez, comme toujours, chez FFG, livre de référence, guide d'apprentissage. Donc ça, c'est la partie pour apprendre le jeu. Donc ça, c'est vraiment indispensable. En plus, on vous donne un exemple de mise en place et aussi un plateau de jeu parce que vous avez 9 tuiles dans ce jeu-là et que vous pouvez. Alors, 9 tuiles, selon le nombre de joueurs, il vous indique l'espace est plus ou moins grand et il vous propose une mise en place avec des zones déjà mises, mais sinon, normalement, c'est les joueurs qui font la construction du plateau. Donc ça, c'est aussi pas mal au niveau de création, même si pour la première partie, c'est pas forcément appréhendable. Donc ça, c'est le plateau potentiel. Donc ça peut être mis dans n'importe quel sens. Et vous avez des terrains. Donc je vous balaye ça rapidement pour le contenu de la boîte. Et puis après, on va attaquer un peu plus le détail. Donc là, c'est les errata que j'ai sortis. Donc vous voyez, il y avait quand même pas mal. Le jeu est pas si simple que ça à appréhender, hein. Et alors là, vous avez les plateaux de joueurs, vous avez 4 races. Donc, et chaque race est asymétrique. Évidemment, il y a une forte asymétrie dans ce jeu-là, hein.
Chaque race a ses propres unités, chaque race a son petit pouvoir assez intéressant et bon, vous avez des pions objectifs, mais ça sera commun. Euh, voilà, je vous montre donc déjà les dés. Donc là tout de suite on retrouve l'univers. Donc il y a trois phases de dés. L'écran qui correspond à un bouclier, le bolter qui correspond à un point de dégâts et le point de commandement. Voilà. Et donc, tiens, juste par curiosité, il y a trois faces bolter, deux faces bouclier et une face commandement. Donc ça, vous avez 16 dés et 8 dés, c'est le maximum, quoi qu'il arrive, de, dés que vous pouvez avoir. Alors là, on voit peut-être pas forcément très bien la caméra, voilà, ça refait un peu le point. Mais là, vous avez quand même les grosses unités. Donc là, vous avez le paquet des Ultramarines. Et donc ça, c'est l'unité de combat moyenne. Ça, c'est des vaisseaux. Et là, c'est les Marines Ultra. Donc ça, tout ça, c'est repris dans votre fiche. Là, vous avez les scouts. Et là, vous avez aussi du combat spatial. Donc ce qui est bien dans ce jeu-là aussi, c'est que vous avez du terrestre et du spatial. Alors l'interaction n'est pas forcément très forte entre eux. Enfin, il y en a une quand même en termes de déplacement et même du bombardement. Mais voilà, c'est pas Star Wars Rebellion, hein. Voilà, donc ça, vous avez ça. Et vous avez des figurines différentes en fonction de chaque race. Et même des caractéristiques à type d'unité équivalente qui sont différentes. Donc là, c'est les beaux petits orques. Donc vous voyez, vous avez déjà une première, tout est à peu près sous-couché. Là, vous avez des très beaux Dreadnoughts Eldar, des très beaux vaisseaux Eldar. Là, c'est le marqueur tour. Là, vous avez des structures, il y en a quelques-unes, donc elles sont, je dirais, neutres dans le sens où vous mettez un pion dessous et les autres joueurs peuvent vous les piquer. Et donc ça veut dire. En plus, c'est très bien parce qu'il y a des usines, il y a des forteresses et aussi des centres de commandement. Donc les centres de commandement vous rendent capable d'améliorer plus facilement votre deck building. Les usines vous permettent de produire et les forteresses permettent de défendre. Mais vous pouvez avoir qu'une unité par zone, donc il faut faire des choix. Là, c'est des ressources. Donc c'est des ressources soit de construction, soit de combat, de troupes. Donc c'est un matériel, vous voyez, assez riche hein, quand même, hein. Là, vous avez des petites rondelles selon votre race pour marquer vos ressources maximum, en sachant que vous pouvez en stocker grâce à des jetons. Et là, on arrive un petit peu plus sur le cœur du jeu avec des cartes. Donc un paquet de cartes pour chaque race. Donc chaque race aura un petit peu son univers à lui. Donc là, par exemple, c'est le chaos. Donc sans rentrer forcément dans les règles, là c'est des unités, c'est des cartes de stratégie de tactique. Donc selon vos actions, vous allez pouvoir en gagner une par tour. Et donc ça vous donnera un avantage soit tactique, c'est-à-dire pendant la phase de jeu, soit des... Alors, tactique non, c'est en début du jeu, soit des stratagèmes pendant un combat et qui vous donneront des bonus. Alors soit gagner des ressources, soit gagner des unités, soit améliorer votre deck building. Selon les races, tout est différent. Chaque race a sa particularité. Ici, vous avez le paquet de cartes de base. Donc dans ce jeu-là, vous allez commencer avec 10 cartes de combat. Alors là, je vais 10 cartes de combat de base. Avant chaque combat, vous en piocherez 5 au hasard, en sachant qu'elles sont par paire. Donc chaque unité va par paire. Et donc vous allez les mélanger, en piocher 5 au hasard, et ça vous permettra d'altérer le résultat des dés en fonction du combat. Donc là où la partie est aussi très intéressante, c'est sur la partie d'amélioration de deck building. Donc en haut à gauche, vous avez le niveau de commandement nécessaire pour les construire. Ensuite, le coût en ressources pour les construire et les bonus qu'elle vous apporte en termes de combat. Donc par exemple celle-là, ça coûte 2 pour la développer. C'est une carte que vous pouvez construire dès le début du jeu parce que les niveaux de commandement, vous allez les acquérir avec des constructions au fur et à mesure. Donc ça crée un tempo dans le jeu et donc ça monte jusqu'à 3. Donc quand vous construisez un centre de commandement, vous ne construisez pas de forteresse ni d'usine, donc c'est des choix, en sachant qu'on peut toujours vous capturer vos centres de commandement. Donc ça sera aussi des enjeux de lutte. Donc par exemple cette carte là, si vous voulez la construire, donc c'est par paire, vous dépensez des points de ressources 2 et quand vous la jouez en carte de combat, vous aurez ce bonus à la fois ici sur le côté gauche, et là sur le côté droit, donc ça
pour les dés. Et à la fois, vous aurez ces bonus-là. Alors, un bonus en haut qui est, je dirais, que vous pouvez enclencher à chaque fois, et un bonus en bas en fonction des unités qui sont en jeu. Et donc, il y a chaque race a ses spécificités et c'est son type de carte. Donc, c'est pas tellement très récurrent. Donc, vous avez une forte asymétrie dans ce jeu-là et c'est vraiment très fort. Et les cartes sont de plus en plus balèzes. Donc, de votre paquet de cartes, vous allez pouvoir, par exemple, vous avez 10 cartes de base. Celle-là, vous la substituez, vous avez 8. Enfin, vous en retirez 2, une paire équivaut une paire, et vous remettez cette paire. Donc vous n'êtes pas sûr de la tirer à chaque combat, mais vous pouvez la tirer. Et au fur et à mesure que vous allez faire votre deck building, vous allez avoir des cartes de plus en plus fortes dans vos combats. Malheureusement, vos adversaires aussi. Donc il va y avoir une course pour gagner des ressources, pour construire des unités ou pour améliorer son build de cartes. Donc là, vous avez pareil les autres races. Et vous avez aussi un système, alors là, on va le retrouver dans les aides de jeu, des types d'ordres que vous allez pouvoir programmer pour chaque zone. Donc vous en programmez, je crois, je me souviens plus, 3 ou 4, je ne sais plus trop, mais vous en programmez un certain nombre, relativement restreint. Je crois que c'est 2 par tour, en sachant que le jeu se joue en maximum 8 tours. Et vous allez pouvoir mettre un paquet d'ordres dans la tuile. Par exemple, ici, vous avez une tuile qui est là. Vous allez mettre un ordre ici. Et on va faire un tour. Et chaque joueur va empiler les ordres au-dessus de vous. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, vous allez choisir une zone où vous allez activer vos unités. Donc, c'est une zone forcément où vous avez une de vos actions d'ordre qui est au-dessus. Donc, ça veut dire que les autres joueurs, pendant le tour, vont pouvoir recouvrir vos ordres et vous empêcher de faire cette action. Donc, c'est à vous de programmer les actions que vous allez, les jetons de tuiles que vous allez mettre en tout début, donc pour qu'elles arrivent en fin de jeu, et programmer et laisser vos jetons d'ordre principaux que vous voulez faire tout en haut afin de les laisser le plus haut possible sur la pile. Donc si vous êtes premier joueur, vous êtes sûr en fait que d'autres joueurs vont recouvrir vos tuiles. Si vous êtes dernier joueur, vous avez le privilège en fait de placer vos tuiles au dernier moment au-dessus d'une pile et de pouvoir activer et pouvoir bloquer vos adversaires. Donc ça c'est très très fort comme lors des jeux. Et donc voilà, vous avez des ordres de classiques, soit d'attaque, soit de piocher des ressources, soit de développer des stratégies pour gagner des cartes tactiques ou des cartes tactiques, et aussi améliorer votre deck building. Et déploiement, c'est de la construction d'unités. Donc vous voyez ces ordres: construction d'unités, améliorer son deck, prendre des ressources et combattre. Forcément, vous avez des arbitrages qui vont se faire. Ouais, je crois qu'on place 4 tuiles et vous avez 2 tuiles maximum de chacun. Donc vous avez forcément des arbitrages à faire et vous allez soit produire, soit vous développer, soit vous battre, mais vous ne pourrez pas tout faire. Donc Forbidden Star, donc ça c'est le contenu. Je ne suis pas forcément rentré trop dans les règles. Je vais vous expliquer quand même le système de combat parce que c'est souvent quand même dans le jeu le nerf de la guerre. Donc le système de combat, alors il faut aller dans le livret d'apprentissage. Système de combat, ça marche comment? Donc vous allez déclencher un ordre de combat, vous activez la zone et donc vous lancez des dés en fonction de vos nombres d'unités. Alors par exemple, je prends les unités, pas les Eldar, je ne sais pas pourquoi, mais en combat, c'est pas eux à qui on pense en premier, mais vous voyez par exemple, vous avez vos unités de nobs et de nobs, voilà. Et là, vous avez des boys, donc c'est l'unité de base. Donc là, c'est le nombre de dés que chaque unité vous apporte. Donc vous voyez, il y a pas forcément une grande différence entre les deux. Mais voilà, donc 2 dés, si vous avez 2 boys orc et un nobs, vous avez 6 dés à lancer. Donc vous lancez vos 6 dés, vous avez les faces, ça c'est public, donc chaque joueur va faire ça. Et à partir de là, vous avez votre paquet de 10 cartes, comme je vous l'avais dit précédemment, vous en piochez 5. Et donc vous allez chacun jouer des cartes qui vont altérer, soit en rajoutant des dés, soit en rajoutant peut-être d'autres unités. Et vous allez faire vos dégâts par un différentiel entre le nombre de bolters que vous avez et le nombre de shields que l'adversaire a. Et ça vous fera le nombre de points de dégâts que vous faites. Et ces points de dégâts, vous voyez que là tout de suite le Nobs il encaisse 4, le Boys il encaisse que 2. Donc si vous faites 5 points de dégâts, 4, 1
et un ici, donc là ça le tue, ou 2 ici et un là. Donc si vous faites un point de dommage à une unité, vous la déroutez, donc elle est vivante, mais elle ne compte plus pour le combat, sauf pour éventuellement se prendre des dégâts en dernier recours. Et ça va durer comme ça pendant 3 rounds. On ne relance plus les dés. Deuxième tour, on joue une carte. Chacun joue une carte. Troisième tour, chacun joue une carte. Et si le combat, c'est-à-dire n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'il y a encore des unités debout, c'est-à-dire qui ne sont pas déroutées ou qui ne sont pas détruites, on fait le comparatif au moral. Et là, vous avez par exemple chaque unité debout, donc qui n'est pas déroutée, vaut X de moral. Et donc là, vous voyez, il y a des différences selon les races. Le guerrier aspect n'a qu'un seul point de vie, mais 2 de morale. Le guerrier fantôme, qui est un peu l'équivalent, là pour un coup, il est à 2, 4, 2, donc c'est pareil. Mais selon les races des uns et des autres, ça va être différent. Et donc les stratégies vont s'adapter. Voilà. Là, vous avez, voilà, par exemple, le cultiste, c'est seulement 1 dé. Le Space Marine du Chaos, c'est 3 dés quand même, c'est beaucoup, mais seulement 3 points de vie. Donc, vous voyez, tout est différent en fonction des races. Et il y a un système aussi de vaisseaux, donc avec des vaisseaux de base. Donc, vous pouvez avoir des duels de vaisseaux entre les races. Donc, les vaisseaux ne sont pas équivalents. Évidemment, les Eldar ont les meilleurs vaisseaux. Donc 3 et 2, donc ils lancent des brouettes de dés. Donc les flottes Eldar, si elles arrivent à être construites, elles sont très puissantes. Donc c'est en gros le système de combat. Le système de programmation, je l'ai expliqué un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut le voir parce que c'est très subtil. Donc c'est un peu le cœur du jeu. Juste pour vous présenter un petit peu le plateau. Donc on se déplace en gros plus ou moins de une case et on peut aller d'un lieu à l'autre. Il y a une différenciation avec l'espace et les planètes. Donc les vaisseaux vont d'espace en espace, les unités vont de planète en planète. Et s'il y a de l'espace, il faut avoir un pont aérien avec des unités spatiales pour avancer. Donc les planètes ont des systèmes, des ressources différentes et aussi des capacités de stacking qui sont différentes. Donc le nombre de maximum d'unités que vous pouvez avoir, là j'ai un petit trou, mais voilà, il y a un maximum. Je crois que là c'est 4, là c'est 3, là c'est 2 et là c'est 3. Si vous êtes en overstack, vous perdez. Parallèlement à ça, vous avez des ressources disponibles. Alors des ressources que vous pouvez gagner uniquement pendant la partie et des ressources automatiques en fin de tour. Donc à vous d'aller chercher des planètes qui sont parfois plus rémunératrices que d'autres ou qui vous offrent des ressources qui vous intéressent. Par exemple ici des forges, ça permet de construire des unités plus puissantes. Ici des ressources, ça permet d'avoir de la ressource qui permet de construire des cartes ou aussi des unités. Donc ça c'est des ressources de base. Et vous avez aussi un autre type de ressources qui sont les drapeaux qui vous permettent d'avoir des unités supplémentaires pendant les combats. Et donc certaines tuiles sont plus intéressantes que d'autres. Et justement, l'un des grands aspects de Forbidden Star que j'apprécie beaucoup, c'est déjà que c'est un très bon jeu de confrontation à 3. Et ça, c'est très rare. Les jeux de confrontation à 3, il n'y en a pas beaucoup parce que vous avez souvent un système de 2 contre 1. Là, le système est très subtil parce qu'en fait, vous allez avoir des pions objectifs. Donc, vous allez placer pendant la phase de setup des pions objectifs sur ces zones-là, sur chaque planète. Et le système de pose d'objectifs vous impose de poser des pions plus ou moins chez les adversaires. Ça veut dire qu'en fait, le but n'est pas forcément de détruire un adversaire, de gagner forcément des planètes à ressources. Le but du jeu est de collecter en premier des pions objectifs. Et le premier qui a atteint ces pions objectifs a gagné. Donc en fait, si vous êtes à 3 avec un adversaire à 2 pions objectifs chez vous et un autre chez l'autre, vous allez forcément devoir les battre à un moment. Alors, comme vous en posez 4, je crois que vous avez une zone où il n'y a pas forcément besoin de la poser. Mais voilà, le joueur qui est en course au nombre d'objectifs, c'est sur lui qu'on va se diriger. Mais forcément, il va y avoir un moment de trahison parce que ce n'est pas parce que vous êtes à 2 contre 1 que l'autre ne lorgne pas sur vos pions objectifs et donc va vous trahir forcément pour essayer de récupérer ces pions objectifs. Donc l'objectif, c'est vraiment, si j'ose dire, de récupérer ces jetons-là, de les attraper et ça crée un espèce de chaos permanent qui vous empêche d'avoir des alliances qui sont trop stables ou qui se font par affinité, quoi. Donc ça, c'est un grand point fort du jeu et ça le rend très très bon à 3. Donc,
Sur mon avis général du jeu, donc bon, vous vous en doutez, j'adore ce jeu. C'est l'un de mes jeux de confrontation préférés. Alors pourquoi? Parce que déjà, il est jouable à 3, comme je viens de vous le présenter précédemment. Euh, il joue aussi à 4. Alors à 4, là, c'est un jeu qui devient relativement long. Donc la configuration à 4, c'est vraiment pas ma préférée. J'en ai fait très peu parce que ça exige déjà 6 heures de jeu, donc c'est très long. Les combats sont relativement longs, comme je vous l'ai exposé plus tôt. Vu que vous lancez des dés, vous décidez à jouer une carte, une deuxième carte, une troisième carte éventuellement, vous faites les calculs. Donc les combats peuvent durer au moins 5 minutes et donc forcément, pendant ce temps-là, il y a un temps mort parce que si le joueur 2 fait un combat, le joueur 3 fait un combat, le joueur 4 fait un combat, il s'est déjà passé 20 minutes avant que vous jouez. Alors on ne fait pas tout le temps des combats, mais quand même bien souvent. Et donc il peut y avoir 10 minutes, 15 minutes avant que vous fassiez votre tour. Heureusement, c'est limité à 8 tours de jeu. Donc, et éventuellement une mort soudaine si quelqu'un a réussi à attraper tous ses objectifs. Mais pour le coup, voilà, c'est un bon jeu de confrontation. Il est ancien. Il était trouvé vraiment à une poignée de cerises, dire 30-35 euros. C'était vraiment donné, quoi. Moi, j'ai dû l'acheter à 50-55 € à l'époque, il y a quelques années. Et ça reste clairement mon jeu de confrontation préféré. Donc, parmi les défauts, il y a quand même des règles qui ne sont pas toujours très claires, des règles de déplacement qui ne sont pas toujours très claires au début, des interprétations de cartes qui ne sont pas forcément très évidentes. Il y a un petit temps d'adaptation là-dessus quand même. C'est pour ça qu'il y a des errata, hein, pas tant sur les cartes, mais plus sur l'explication de certains effets de cartes qui ne sont pas toujours très clairs. L'inconvénient, c'est aussi la durée du jeu. Le jeu reste long. Par contre, voilà, il y a une tension permanente par les effets d'ordre où vous pouvez bloquer des joueurs. Il y a des retournements de situation. Les dés sont importants, mais les cartes vont les altérer. Et comme normalement, vous allez faire des choix le développement des cartes va se faire quand même plus ou moins parallèlement, même s'il peut y avoir des avantages de certains. Donc voilà. Après, l'arbitrage aussi se fait. Est-ce que je construis beaucoup de troupes pas très fortes ou est-ce que je cherche à développer un maximum des planètes en construisant des bâtiments ou est-ce que je cherche à conquérir des planètes avec des ressources ou est-ce que je cherche à améliorer rapidement mon jeu ou est-ce que je cherche des cartes de stratégie qui vont me permettre d'avoir des petits effets de retournement de situation ou est-ce que je cherche à rusher les objectifs et je verrai après pour la production. Donc voilà, tout ce que je vous ai énoncé, c'est des choix stratégiques à faire. Et en plus, le placement, il est constamment renouvelé vu que le plateau est mis par les joueurs. Donc vous allez les construire. Alors, ce n'est pas évident à saisir si vous ne connaissez pas trop le jeu ou si vous êtes face à des joueurs aguerris et vous ne l'êtes pas. Donc l'avantage, c'est que si les joueurs ne sont pas forcément très aguerris, vous pouvez faire un setup de base. Donc, comme ça vous règle cette partie-là, puis ça vous fait gagner du temps. Parce que mine de rien, le setup, ça aussi, ça rallonge le jeu, mais ça fait partie des plaisirs du jeu, j'ai envie de dire. Et ensuite, voilà. Ce jeu-là, franchement, il est très bon. Il est dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc, ça vous évite d'acheter des figurines, de les peindre. Vous avez un peu tout le matériel qui est là. Vous voyez, éventuellement, vous pouvez toujours peindre ces lieux. Vous pouvez aussi peindre les figurines. Quelques-uns l'ont fait. Elles sont déjà plutôt belles, mais bon, là, vous les sous-couchez avec la bonne couleur et vous les peignez. Il y a quelques photos qui existent sur Internet de peintures qui sont magnifiques. Et là, l'immersion est encore plus forte, même si les figurines sont plutôt pas mal. Alors, on est en 2015, hein, donc les détails n'étaient pas aussi développés, mais là, vous avez quand même déjà des belles figurines. Là, vous voyez, l'Eldar, il est quand même, je vous le montre, hein, il est quand même magnifique, hein. Là, vous voyez, pour la mini-figurine, ouais. Donc voilà, le jeu est aussi peignable, mais vous pouvez très bien vous en passer. Le code couleur fait que, vous les repérez bien, et vous avez de l'immersion grâce aux couleurs très classiques, les orques en vert, les Eldar en jaune, les Marines en bleu. Et donc voilà, c'est un choix coup de cœur d'une vidéo d'un jeu qui n'est plus édité malheureusement, mais que j'avais envie de vous présenter, parce que ceux qui l'ont en sont généralement très contents. Et voilà, si vous avez l'occasion d'y rejouer, n'hésitez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui a le jeu ou si vous arrivez à vous procurer, très 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 bon jeu, coup de cœur.
Et c'est tout pour cette vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Surtout, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.